Dans cette situation, le véhicule A cède le passage au véhicule B. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est le genre de questions que vous pouvez rencontrer avec la nouvelle réforme. Ce sont des photos qui sont vues d'un point de vue qui est différent. Donc là, par exemple, du ciel. Donc ça peut être des photos comme ça, ou des vidéos. Ça peut être vu d'un drone aussi. Et puis, vous avez plusieurs véhicules qui sont à examiner. Donc là, en l'occurrence, on a 2 véhicules. On peut voir que celui-ci veut tourner à gauche, qu'il a un cédé le passage. On voit le panneau et puis on voit aussi le marquage au sol. Et on voit aussi que celui-ci, qui est sur l'axe principal, parce que celui-ci a un cédé le passage, donc c'est pas l'axe principal, celui-ci veut tourner à gauche. Donc quand on est à un cédé le passage, on doit laisser passer ceux de gauche et de droite. Donc c'est bien le véhicule A qui doit passer le premier. Donc si je réponds à cette question, c'est dans cette situation. Le véhicule A cède le passage au véhicule B. C'est non. C'est pas le véhicule A qui cède le passage, mais c'est le véhicule B qui cède le passage. Donc c'était réponse B, c'est non. Ce cycliste est autorisé à franchir le feu si il continue tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si il tourne à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ça aussi, ça fait partie des nouvelles questions possibles. Vous avez vu, il y a le petit symbole là du cycliste. Ça peut être une vision qui est différente aussi. Tout à l'heure, on a vu que c'était possible, par exemple, vue du ciel, mais aussi ça peut être visible d'un cycliste, d'une moto, d'un poids lourd. Donc ça peut être différents points de vue. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, il y a le symbole du cycliste. Je vais vous mettre tous les symboles possibles. Vous voyez, vous avez tout cela qui sont possibles. Donc, en fonction de ça, vous vous placez du point de vue d'un des symboles. Donc là, on se place du point de vue du cycliste. Et on nous dit, ce cycliste est autorisé à franchir le feu s'il continue tout droit. Alors, on voit que cette signalisation qui nous informe que c'est uniquement pour les cyclistes ça, hein. Donc, les cyclistes, quand ils ont cette signalisation, ça veut dire qu'ils sont autorisés à franchir le feu rouge si ils vont dans la direction qui est indiquée sur le panneau. Là, on voit la flèche qui dit que ça concerne les cyclistes qui tournent à droite. Donc, ce cycliste est autorisé à franchir le feu s'il continue tout droit? Non. Là, dans ce cas-là, il doit respecter le feu rouge. Et s'il tourne à droite, oui, il peut y aller, à condition de laisser passer, par exemple, les piétons ou les autres usagers qui peuvent arriver dans l'intersection. Ils ne sont pas prioritaires, ils ont un cédé le passage. Donc, ils peuvent franchir le feu rouge s'ils tournent à droite, mais en cédant le passage aux autres usagers qui pourraient circuler. Donc, c'était réponse B et C. La signalisation indique une priorité ponctuelle, réponse A, une limitation de vitesse, réponse B, une interdiction de klaxonner, réponse C. On nous demande ce que nous indique la signalisation. Est-ce que c'est une priorité ponctuelle? Alors non, ce n'est pas une priorité ponctuelle parce que c'est ce panneau-là, priorité ponctuelle. Celui-ci veut dire route à caractère prioritaire. Ça veut dire que je serai prioritaire sur l'intersection qui vient, mais aussi la suivante et ainsi de suite. Donc là, ce n'est pas une priorité ponctuelle. Est-ce que je rencontre une limitation de vitesse? Eh bien oui, indirectement oui. Pourquoi? Parce que je rentre dans une agglomération. Ici, je rentre dans Moulins. Quand on a un panneau d'agglomération, ça veut aussi dire que nous sommes limités à 50 km/h
mais aussi qu'il est interdit d'utiliser l'avertisseur sonore, donc le klaxon, sauf en cas de danger immédiat. Donc là, la signalisation, qu'est-ce qu'elle m'indique? Une limitation de vitesse, on est d'accord, et aussi une interdiction de klaxonner. Donc ces réponses B et C. Donc c'est aussi un des avantages de la réforme, c'est que vous voyez là, il y a écrit plusieurs réponses. Et c'est intéressant le plusieurs réponses parce que on aurait très bien pu penser qu'il y a une réponse, parce que là c'était un peu insidieux, elle était un peu plus compliquée cette question. Et grâce à ça, vous pouvez vous dire, ah tiens, il m'en manque une. Donc là, par exemple, quand vous en avez 3 de poser, comme il y en a au moins une à pas mettre, vous savez qu'il faut en mettre 2. Donc vous devez trouver 2 réponses dans le lot des 3 là. Donc ça, lisez bien, maintenant, c'est écrit en bas à droite si c'est une réponse ou plusieurs réponses. Nouveau dans la réglementation aussi, vous avez les secondes qui défilent, donc vous avez toujours 20 secondes de réflexion entre la fin de la lecture de la question et le temps de réponse. Le jour de l'examen, vous pouvez pas revenir en arrière et vous êtes obligé d'attendre les 20 secondes. Vous pouvez pas avancer non plus dans le temps, donc méfiez-vous parce que des fois, vous n'avez pas l'habitude d'attendre et ça vous perturbe et c'est comme ça que vous faites des fautes. La réforme aussi, vous allez voir, va s'axer beaucoup plus sur tout ce qui est panneaux et règles de priorité de passage. Donc il y aura beaucoup plus de questions là-dessus et un peu moins de questions par exemple sur les statistiques. Donc entraînez-vous un maximum, je vous mettrai plein de vidéos dans ce thème-là pour que vous puissiez travailler un peu plus ces thèmes-là. Allez, on passe à la question suivante. Le feu vient de s'allumer, j'accélère et je passe, réponse A. Ou je m'arrête, réponse B. Donc à l'approche d'un passage à niveau, je ralentis toujours afin d'être en mesure de m'arrêter si le feu se déclenche. Donc si le feu se met à se clignoter, je m'arrête absolument, impérativement. Je n'accélère pas pour passer. Donc là, c'était je m'arrête, réponse B. Pareil, une évolution, c'est que de temps en temps, vous aurez une flèche ou un encadré pour justement vous ayez moins à chercher ce qui se passe sur la photo. Donc quand on vous parle d'un feu ou ce panneau, il y aura un encadré. Ou à cet endroit, vous aurez une flèche. Ou cette voiture, vous aurez soit la voiture encadrée, soit un petit symbole au-dessus de la voiture dont on parle. La meilleure chose à faire est de klaxonner, réponse A, de faire des appels de phare, réponse B, de freiner et serrer à droite, réponse C. Alors, on remarque que la route est étroite et que ce camion-là, regardez bien ici, là, qu'est-ce qui se passe? Il empiète sur ma voie. Donc, il me reste pas beaucoup il me reste pas beaucoup en largeur, hein. Donc, je vais pas avoir beaucoup de place pour passer. Alors, si je klaxonne, est-ce que ça va changer quelque chose? Non, lui, il m'entendra pas, il est devant moi, il m'entendra pas. Si je fais un appel de phare, vous avez vu, en fait, le problème, c'est pas que il empiète sur ma voie volontairement, c'est qu'il est beaucoup plus large que sa voie. Vous avez vu la largeur du camion par rapport au marquage au sol et par rapport à la largeur de sa voie? Donc, en fait, on peut pas faire grand-chose dans cette situation. Et puis, même un appel de phare, la distance, elle est tellement petite entre moi et lui que le temps qui se sert, ça sera trop dangereux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais freiner et serrer à droite. C'est la meilleure solution à faire. D'accord? Donc là, c'est réponse C. Je viens de mettre le moteur en marche et ce voyant reste allumé. Je peux partir, il n'est pas important. Réponse A. Je peux partir, mais je dois faire réparer rapidement. Réponse B. Je ne peux pas partir. Réponse C. Alors au démarrage, si ce voyant reste allumé, c'est qu'il y a un problème. Parce que normalement, après, une fois que vous avez démarré, il est censé s'éteindre. Donc s'il reste allumé, c'est qu'il y a un problème.
Et là, s'il est rouge, ça veut dire je ne peux pas partir. Alors, ici, il indique soit un manque de liquide de frein, de freinage, ou le blocage du frein à main qui est serré par exemple, ou qui est bloqué. Donc, dans un premier temps, vous allez d'abord vérifier si le frein à main n'est pas enclenché. Si c'est ça, il suffit d'enlever votre frein à main, et puis le voyant va s'éteindre. Si le frein à main est bien baissé, enlevé, désenclenché, et que le voyant est encore allumé, là c'est un problème plus grave. Et ça peut provenir par exemple d'un manque de liquide de frein dans le système de freinage. Et ça, du coup, ça risque de plus freiner au prochain coup de pédale. Et donc là, vous aurez un accident. Du coup, vous devez faire venir une dépanneuse, vous ne pouvez surtout pas circuler dans cette situation-là. Donc, dans tous les cas, je ne dois pas partir avant d'avoir réglé le problème. Soit un oubli de frein à main enlevé, soit vraiment un problème de système dans le freinage, qui là devient très 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 dangereux. Donc, ces réponses, c'est: comme le système de surveillance d'angle mort n'indique rien, j'ouvre la portière sans précaution supplémentaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Maintenant, vous avez sur les rétroviseurs de nouvelle génération, et puis peut-être dans les voitures un peu plus haut de gamme, pas sur toutes les voitures, vous avez des détecteurs d'angle mort. Et donc, quand vous regardez, soit vous avez un petit symbole, un petit voyant qui s'allume au niveau de votre rétroviseur quand il y a un véhicule qui est à côté, soit ça va être au niveau de votre portière, ça va, du montant quasiment, il va y avoir un petit symbole qui va s'allumer. Dans ce cas-là, ça vous permet de voir s'il y a un véhicule qui est sur votre angle mort. Mais attention, c'est pas à 100% fiable. Alors pourquoi c'est important quand même de ne pas se fier que à ça? Allez, je vous sors un exemple. Vous êtes sur une route, vous êtes stationné à droite, comme il faudrait si vous êtes en agglomération, c'est un petit rappel, vous n'avez le droit de stationner que dans votre sens de circulation. S'il y a un sens qui est comme ça, vous n'avez pas le droit, vous, de stationner de ce côté-là, c'est toujours dans votre sens de circulation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes donc stationné, comme je vous l'ai dit, ici. Ensuite, vous avez la voie dans l'autre sens. Et puis, vous voulez quitter votre stationnement. Donc, vous regardez dans votre rétroviseur qui va détecter dans cette zone-là, à peu près, voir s'il y a un autre véhicule sur le côté. Le problème, c'est que il y a un petit malin qui s'est garé en contresens de circulation, par exemple, et puis qui décide de s'engager. Au moment où vous allez aussi vous déporter pour vous engager. Et qu'est-ce qui se passe? Là, c'est l'accident. Et lui, le détecteur, il peut pas le voir. Ou ça peut être la même chose, quelqu'un qui sort de chez lui qui veut s'engager, ou une rue, qui est là, et puis au moment où vous voulez déboîter, vous vous déboîtez aussi, et puis c'est l'accident. Parce que l'angle mort ne peut pas détecter ça. Donc ça, c'est à vous d'avoir une vision directe sur l'ensemble. Ça vous permet quand même d'avoir, quand vous vous retournez, une vision beaucoup plus importante de ce qui se passe autour de vous. Là, j'insiste un petit peu parce que ça vous semble peut-être logique au moment de répondre à la question du code de la route, mais j'insiste aussi par rapport à la voiture. C'est pour vous donner des conseils quand vous serez en voiture plus tard. Vous avez souvent tendance à oublier de regarder, vous complétez souvent quand vous faites l'angle mort, ici, vous tournez la tête et vous ne regardez que ici. Non, il va falloir regarder votre environnement beaucoup plus loin, beaucoup plus large. D'accord? C'est une petite aparté pour vous en voiture. Alors là, c'était réponse B. Certains liquides de lave-glace sont efficaces jusqu'à des températures de l'ordre de -20 degrés. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est vrai, lorsque vous achetez un liquide lave-glace, il faut bien regarder, il y a du liquide lave-glace pour été et du liquide lave-glace pour hiver. L'hiver, il a la spécificité de pouvoir supporter les températures extérieures vraiment très basses jusqu'à, en effet, -20 degrés.
L'intérêt, c'est quoi? C'est que ça évite que ça devienne un glaçon à l'intérieur de votre réservoir, parce que vous savez que quand vous faites geler de l'eau, ça gonfle, hein, le volume est plus important. Et c'est comme ça que vous allez perforer, fendre carrément votre réservoir de liquide lave-glace. Et là, vous aurez une fuite de liquide, et puis vous n'aurez plus de liquide lave-glace. Et puis il faudra racheter un réservoir en plus de ça. Donc ça va vous coûter cher. Donc il est important, en fonction de vos régions, de bien acheter le bon liquide de lave-glace. Donc là, c'était réponse A, oui. Lors d'un long trajet, le conducteur a tendance à modifier sa position de conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À être moins vigilant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors en effet, hein, quand on parcourt un long trajet, la fatigue s'installe. On a des fois des crampes, des fourmillements ou un peu de raideur dans le dos, dans la nuque, même au niveau des bras un peu, on a l'impression que les bras sont un peu lourds. Et du coup, notre position de conduite, elle se modifie un petit peu. On a tendance un petit peu à s'enfoncer dans le fauteuil. Vous verrez même, ceux qui ont commencé à conduire, vous réglez vos rétroviseurs au début de votre leçon de conduite, et puis à peu près au milieu de la leçon de conduite, vous dites que finalement les rétroviseurs ne sont plus si bien réglés. C'est parce que vous avez changé de position sur votre siège. C'est normal. Donc n'hésitez pas, quand vous en avez l'occasion, surtout pas en circulant, mais quand vous en avez l'occasion, vous pouvez régler vos rétroviseurs, ça ne pose pas problème. Donc en effet, ça a tendance à modifier sa position de conduite, mais on a aussi tendance à être moins vigilant. C'est pour ça qu'il faut faire une pause, et je vous rappelle, la pause c'est conseillé toutes les 2 heures, au moins. Donc là, réponse A et C. Je vais circuler sur une route à double sens de circulation. Au niveau du panneau, réponse A, 150 mètres après le panneau, réponse B. Il y a une règle à savoir, tous les panneaux de danger agissent avant le danger. Donc en agglomération, c'est 50 mètres avant, hors agglomération, c'est 150 mètres avant. Mais, il y a une exception, et c'est celle-ci. Ça agit au niveau du panneau. C'est l'exception des panneaux de danger. Donc là, c'était réponse A. Je commence à ressentir des picotements dans les yeux. Je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence, réponse A. Je réduis ma vitesse et je continue mon trajet, réponse B. Je m'arrête sur la prochaine aire de repos, réponse C. Alors, des picotements dans les yeux, ça c'est un des signes de fatigue. Il y en a plusieurs, hein. Il y a donc le picotement dans les yeux, on vient de le dire. Il y a les paupières qui s'alourdissent, des douleurs dans le dos, la nuque, même les épaules aussi qui se raidissent un peu, les jambes qui s'engourdissent aussi. Donc là, il est nécessaire dans ce cas-là de faire une pause le plus rapidement possible, mais en toute sécurité. Donc on va surtout pas le faire sur la bande d'arrêt d'urgence. D'ailleurs, c'est interdit, hein. C'est pas une urgence. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'arrêter sur la prochaine aire de repos. Réduire sa vitesse et continuer le trajet, ça ne va pas enlever la fatigue. Il faut se reposer, ne serait-ce que 10 minutes, se reposer, s'allonger un petit peu dans la voiture, ça peut beaucoup aider. Donc là, c'était réponse C. Suite au contrôle technique, une vignette figure obligatoirement sur le pare-brise. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, on vous précise bien suite au contrôle technique. Faites attention parce que des fois, il y a des petites questions pièges par rapport à ça. Si c'est pas écrit suite au contrôle technique et qu'on vous demande une vignette figure obligatoirement sur le pare-brise,
Là, vous allez mettre non. Pourquoi? Parce que les voitures neuves n'ont pas encore de contrôle technique, ce n'est pas obligatoire. Donc, elles n'ont pas de vignette à mettre dans les premières années. Faites bien attention à ça. Là, on vous dit suite au contrôle technique. Donc là, si un contrôle technique a été fait, vous avez obligation de mettre la vignette. Comme ça, elle doit être visible en cas de contrôle par les forces de l'ordre. Donc c'est réponse A. Ce dispositif est autorisé si le conducteur garde les mains sur le volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'écouteur n'occupe qu'une oreille. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, écouter une conversation par le biais d'une oreillette, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça perturbe la vigilance du conducteur. On est autorisé d'écouter que par le biais d'un haut-parleur du type ambiance, d'un système audio qui est intégré, obligatoirement intégré au véhicule. Là, c'est autorisé. Sinon, avec ce type de dispositif, donc une oreillette, c'est interdit. Donc là, réponse B et D. Pour réduire la consommation de carburant, je lâche l'accélérateur maintenant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on voit qu'on est à 150 mètres d'un rond-point. On le voit ici, donc on a encore le temps. On roule à 80 km/h, donc c'est pas non plus une vitesse excessive. Devant, le véhicule est même pas encore en train de freiner, on voit pas encore ces feux stop d'allumer. Donc j'ai deux possibilités qui s'offrent à moi. Soit je vais attendre un petit peu, et puis donc je continue, je maintiens mon accélérateur, et je vais me mettre à freiner un peu plus loin, et donc freiner un petit peu plus brusquement. Donc pendant que je maintiens l'accélérateur, je consomme du carburant. Et comme je vais freiner un peu plus tard, je vais être obligé de freiner un peu plus fort. Donc je vais utiliser plus de plaquettes de frein. Ou alors l'autre possibilité, c'est que je lâche dès maintenant mon accélérateur. Donc je vais être en décélération et je vais utiliser l'inertie du véhicule. Alors c'est quoi l'inertie de la voiture? C'est-à-dire son élan en fait. Vous savez, c'est comme quand on est en vélo. Quand vous êtes en vélo et que vous pédalez, et puis d'un seul coup vous arrêtez de pédaler, le vélo va pas tomber tout de suite. Il est en train de rouler et il va continuer sur son élan pendant pas mal de mètres jusqu'à ce que vous perdiez progressivement de la vitesse. Ça sera pareil avec votre voiture. Donc vous allez lâcher l'accélérateur, mais l'inertie, la lancée de la voiture va vous permettre d'arriver progressivement jusqu'au rond-point. Elle va perdre tout doucement son allure et vous allez arriver en douceur sur le rond-point. Donc des fois, il y aura peut-être même plus trop besoin de freiner ou alors rajouter juste un petit peu de frein sur la fin pour adapter vraiment votre allure. Et l'intérêt en plus, c'est que quand vous lâchez l'accélérateur, il existe la coupure d'alimentation en poussée. Donc ça, c'est pour ceux qui s'intéressent un peu plus à la mécanique. C'est-à-dire que là, le moteur, il va continuer de tourner grâce à l'énergie de l'élan de la voiture. Il n'y aura pas besoin de carburant pour faire tourner le moteur. Ce qui veut dire qu'on consomme 0 litre au 100 pendant ce temps-là. On ne consomme rien du tout. Donc on va gagner à la fois des plaquettes de frein et en même temps, on va gagner aussi du carburant. Donc pour réduire ma consommation de carburant, oui, je lâche l'accélérateur dès maintenant. Oui, réponse A. Sur la prochaine aire de repos, je pourrais retirer de l'argent, réponse A, prendre un café, réponse B, faire le plein de carburant, réponse C, manger au restaurant, réponse D. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce panneau-là. Donc on sait qu'on est sur l'autoroute parce que c'est un aire de repos qui est en bleu, donc c'est l'autoroute. Il sera dans 300 mètres. On sait que dans 300 mètres, on va avoir de quoi faire le plein, on va pouvoir prendre un café, on va pouvoir retirer de l'argent et on va aussi retrouver des produits régionaux.
On sait que la station essence, j'en retrouverai une si je la prends pas dans 300 mètres, j'en retrouverai une dans 27 km. Pareil pour le café. Pour un retrait de carte bancaire, je retrouverai ça dans un aire de repos qui sera dans 9 km. Et puis pour les produits régionaux, ça sera dans 27 km. Donc là, dans 300 mètres, je vais bien rencontrer ces 4 panneaux-là, je vais bien rencontrer ces 4 situations-là. Donc je vais pouvoir retirer de l'argent, réponse A, prendre un café, réponse B, faire le plat de carburant, réponse C. Manger au restaurant, non, on ne nous propose pas de restaurant, c'est juste des produits régionaux à vendre, mais ce n'est pas un restaurant. Donc réponse A, B et C. Une ceinture de sécurité distendue augmente les blessures en cas de choc. Oui, réponse A, non, réponse B. Et oui, le but de la ceinture de sécurité, c'est de nous maintenir proche du siège et du dossier, de manière à pas être projeté vers l'avant et de ne pas taper soit le volant ou un montant de la voiture. Si la ceinture de sécurité est distendue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bien plaquée contre vous, mais par exemple il y en a qui mettent des petites pinces, vous savez, pour que ce soit détendu un petit peu. Distendu, ça veut dire détendu, qui est pas serré. Et bien dans ce cas-là, la ceinture de sécurité ne va pas vous maintenir le long de ce dossier-là et vous risquez, dans ce cas-là, d'être retenu beaucoup plus tard et de taper le volant ou le montant et d'avoir un traumatisme crânien, par exemple. Donc, évidemment, une ceinture de sécurité distendue augmente les blessures en cas de choc. C'était réponse A. Je peux sortir du sens giratoire immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors la question est, est-ce que je peux sortir immédiatement ici, là? Alors qu'est-ce qu'on a? On a un panneau qui nous dit voie réservée pour les bus, ce qui veut dire aussi que c'est interdit de circuler pour nous. On a aussi une confirmation au sol, c'est écrit bus. Donc nous, on ne peut pas prendre cette sortie-là, c'est pas possible. On doit continuer et ensuite passer sur cette route-là, comme l'autre véhicule. Donc c'était réponse B. Les cyclistes peuvent circuler en sens inverse uniquement, réponse A, dans ce sens uniquement, réponse B, dans les deux sens, réponse C. Alors, les cyclistes, en effet, peuvent aller dans ce sens-là sans aucun problème. Donc, ils peuvent aller dans ce sens-là. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une autorisation pour les cyclistes de circuler aussi dans ce sens-là. Donc, en fait, les cyclistes ont le droit dans les deux sens de circulation. Parce que ici, c'est un double sens cyclable. Ça s'appelle comme ça. Donc, c'était réponse C. Je rentre en agglomération. Je circule avec les feux de position seuls, réponse A. Les feux de croisement, réponse B. Les feux de route, réponse C. Alors, là, la donnée, c'est que on rentre en agglomération. Et on nous demande quel feu je peux utiliser. Eh bien, on peut utiliser les feux de route. En fait, il y a une seule règle à savoir sur les feux de route. C'est simple, mais vous avez tendance à vous mélanger, je vous explique tout. Les feux de route, on a le droit de l'utiliser à partir du moment, et c'est même pas on a le droit, c'est on est obligé de les utiliser. À partir du moment où il n'y a pas d'éclairage et personne en face, d'accord? C'est je dois
mettre mes feux de route. Pas d'éclairage, personne en face. Et c'est là où vous vous trompez, c'est qu'on peut l'utiliser peu importe le lieu, que ce soit en agglomération ou hors agglomération. Si on remplit ces conditions-là, pas d'éclairage, personne en face, je dois mettre mes feux de route, on s'en fiche du lieu où on est, d'accord? Donc je rentre en agglomération, dans ce cas-là, ça nous est complètement égal, puisqu'il n'y a pas d'éclairage et personne en face, dans ce cas-là, je mets les feux de route. Réponse C. Cette personne souffre d'un mal de dos violent. Je peux la déplacer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un déplacement pourrait entraîner des liaisons irréversibles. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, dans toutes les situations, une personne comme ça qui est à terre, il ne faut surtout pas la déplacer. Même si elle se plaint pas de douleur d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas. Si vous la déplacez, vous risquez de carrément la paralyser. Il y aura des lésions irréversibles. D'ailleurs, vous voyez là, il y a le casque qui est à côté. Bon, peut-être qu'il l'a perdu dans sa chute, mais il ne faut pas enlever un casque. Il faut juste délicatement ouvrir la visière pour qu'il puisse respirer, mais n'enlevez pas de casque, parce que c'est pareil, vous risquez de lui abîmer la colonne vertébrale. La seule situation où vous pouvez bouger une personne comme ça qui est à terre, c'est quand il y a un danger imminent, un véhicule juste à côté qui peut prendre feu, ou un autre véhicule qui arrive très vite et qui n'arrive pas à ralentir suffisamment et qui risque de nous écraser. Dans ce genre de situation, évidemment, il faut bouger la personne, mais sinon vous la laissez ici sur place. Donc, est-ce que je peux la déplacer? Non. Réponse B. Un déplacement pourrait entraîner des liaisons irréversibles. Oui. Réponse C. Je serre à gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Avant de répondre à la question, on va analyser la situation. Nous sommes sur un axe rapide. Les distances sont faibles, mais il y a une raison à cela, c'est que si on regarde le compteur, je roule à 30 km/h. Donc là, on est tous au ralenti. Mais c'est pas parce qu'on roule lentement qu'on ne doit pas observer autour de nous. Et là, qu'est-ce que je vois dans le rétroviseur intérieur? Je vois une moto qui remonte la file entre les deux voies. Donc elle va arriver à mon niveau. Eh bien, c'est plus sage quand même, pour des raisons de sécurité, dans ces cas-là, de me serrer un petit peu à gauche pour laisser passer ce motard. Donc je serre à gauche, oui, réponse A. L'entretien régulier d'un véhicule minimise sa durée de vie, réponse A. La consommation de carburant, réponse B. La pollution, réponse C. Alors, l'entretien régulier, est-ce que ça minimise? Ça veut dire, est-ce que ça réduit sa durée de vie? Non, bien au contraire, ça augmente sa durée de vie, donc c'est pas la A. Est-ce que la consommation de carburant est minimisée aussi? Oui, là, le fait d'avoir un entretien régulier, on réduit la consommation de carburant, d'accord? Donc là, c'est bien réponse B. Et aussi, de par la même occasion, on réduit aussi la pollution, donc réponse C. Donc là, c'était B et C. 3 passagers prennent place à l'arrière de ma voiture. La place du milieu doit être occupée, de préférence par le passager le plus petit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cela permet d'avoir la meilleure visibilité possible. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Quand vous n'avez que 2 passagers à l'arrière, je vous conseille toujours de les mettre sur les extérieurs et personne au centre. Comme ça, vous avez une bonne visibilité dans votre rétroviseur pour voir ce qu'il se passe à l'arrière. Lorsque vous en avez 3, choisissez toujours de mettre la personne la plus petite au milieu aussi, toujours pour la même chose, hein, c'est pour pouvoir voir ce qui se passe à l'arrière grâce à votre rétroviseur. Donc la place du milieu doit être occupée de préférence par le passager le plus petit. Oui, réponse A. Cela permet d'avoir la meilleure visibilité possible. Oui, réponse C. Pour aller à Strasbourg, une nouvelle voie va être créée à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Nous voulons donc aller à Strasbourg. Alors quand on observe sur le panneau là, donc on voit bien que c'est un panneau d'autoroute, les deux vont à l'autoroute, donc c'est une bifurcation. Et donc Strasbourg, c'est bien sur la droite. Donc c'est pas une sortie puisque ça reste l'autoroute, c'est une bifurcation. Alors il ne faut pas confondre avec ce panneau-là, avec celui-ci. Vous voyez, là, ici, vous avez 2 voies. Celle de droite part à droite et celle de gauche continue tout droit. Là, vous n'avez qu'une seule voie. Celle de droite va soit à droite, mais elle peut aussi continuer tout droit. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va avoir un peu plus tard avec ce genre de signalisation? C'est-à-dire que là, on va avoir une voie qui va se créer spécifiquement pour tourner plus tard à droite. Pour pouvoir continuer tout droit, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je change de voie, que je me décale dans la voie d'à côté pour pouvoir aller direction Paris. Là, bon bah là c'est pas Paris, hein, c'est une autre photo, mais là c'est pareil. Pour pouvoir aller continuer sur cette direction-là, il faut que je me décale pour pouvoir continuer sur l'autoroute. Donc là, pour aller à Strasbourg, une nouvelle voie va être créée à droite. Oui, réponse A. En consommant de l'alcool, ma vigilance va augmenter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, quand je consomme de l'alcool, la vigilance, elle va diminuer et pas augmenter. Même si j'essaie de faire plus attention parce que je sais que j'ai bu, lui, mon cerveau, il est plus capable, c'est physiquement comme ça, hein, c'est tout, il est plus capable d'avoir sa vigilance qui est au même niveau, son taux d'attention qui est au même niveau que si je n'avais pas consommé d'alcool. Donc, en consommant de l'alcool, ma vigilance va augmenter. Non, réponse B. Je peux être titulaire du certificat d'immatriculation d'une voiture, même si je ne possède pas le permis B. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah, c'est assez récent, hein. Depuis 2017 en fait, il y a une obligation de posséder le permis de conduire pour pouvoir immatriculer son véhicule. Et on doit en fournir la preuve. Et en plus, on doit aussi fournir l'attestation d'assurance qui est rattachée au véhicule immatriculé. Donc je dois fournir la preuve de mon permis de conduire et de l'assurance. Donc là, c'était réponse B. Cette conductrice est correctement installée au poste de conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, je suppose que ça va être un peu piège, même si je vous ai dit de réviser l'installation au poste de conduite. Je sais pas si vous avez bien vu ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc, la longueur des bras semble correcte, hein, quand même. Mais regardez la ceinture. Ici, là, dans cette zone-là, elle est vrillée.
au niveau du bassin. Et là, à ce niveau-là, c'est pareil, là, vous voyez, la ceinture est vrillée. Et donc là, ça va pas assurer complètement la sécurité de cette conductrice-là. La ceinture doit en fait être bien posée à plat. Ici et là, ça doit être à plat. C'est prévu pour que ça se déforme un petit peu en fonction de la forme du corps, pour éviter par exemple d'abîmer les côtes flottantes. Et parce que si vous cassez vos côtes flottantes, vous pouvez vous perforer un organe à l'intérieur. Donc c'est pour éviter ces fameuses lésions supplémentaires. Donc là, c'est réponse B. Utiliser un parc relais pour aller au centre-ville permet d'éviter les contraintes de stationnement en ville. Oui, réponse A. Non, réponse B. De limiter la pollution. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, un parking relais possède beaucoup de place. Ça permet d'accueillir beaucoup de monde. Donc, vous n'avez pas à chercher pendant des heures un stationnement. Et donc, c'est facile de s'y garer. Ça évite de chercher la place en ville, c'est quand même pas négligeable. Donc là, ça permet d'éviter les contraintes de stationnement en ville, oui. Est-ce que ça limite la pollution? Oui aussi. Pourquoi? Parce que une fois que vous êtes garé dans ce parking-là relais, vous allez prendre un transport en commun. Soit ce sera un bus, soit ça sera le métro, mais il y aura un transport en commun de proposer. Et donc on sait bien que les transports en commun provoquent moins de pollution que si on prenait chacun notre voiture. Donc là, c'était réponse A et C. Téléphoner en conduisant augmente le temps de réaction. Réponse A. La vigilance. Réponse B. Le risque d'accident. Réponse C. Alors évidemment, téléphoner en conduisant, ça fait faire plusieurs tâches. Ça fait conduire, observer, vous occuper de la mécanique de la voiture, anticiper ce qui va se passer autour de vous et maintenir une discussion. Et en plus de ça, vous allez avoir une main en moins sur votre volant. Donc téléphoner en conduisant, évidemment, ça augmente le temps de réaction. Vous serez beaucoup moins réactif, donc ça l'augmente. Est-ce que ça augmente la vigilance? La vigilance, c'est la concentration. Non, ça n'augmente pas la vigilance parce qu'elle sera en partie partagée avec votre téléphone. Donc la vigilance, elle sera pas meilleure en conduite. Est-ce que ça augmente le risque d'accident? Bon, je pense que maintenant vous le savez, ça augmente vraiment beaucoup. Il y a pas mal de sensibilisation qui est faite là-dessus. Donc là, c'est réponse A et C. Je dois posséder une boîte complète d'ampoules dans mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une idée reçue. Souvent, on croit que c'est obligatoire d'avoir une boîte d'ampoules de rechange dans notre véhicule. Non, ce n'est pas obligatoire. C'est fortement conseillé, mais il n'y a pas de texte de loi qui nous oblige à avoir une boîte d'ampoules dans notre véhicule. Donc là, c'est réponse B. Pour ajouter de l'huile moteur, je dévisse le bouchon. A, réponse A. B, réponse B. C, réponse C. D, réponse D. Là, vous devez les connaître par cœur, ces symboles ici. Donc, le bouchon A, c'est le remplissage du liquide lave-glace. Le bouchon B, c'est le liquide de refroidissement. À ne surtout pas ouvrir à chaud parce que vous risquez de vous brûler, d'accord? C'est pour ça qu'il y a un panneau de danger.
Ensuite, le bouchon C, c'est le remplissage du liquide de frein. Pareil, c'est dangereux, il faut le faire par un professionnel parce que s'il y a une bulle d'air dans votre système de freinage, la voiture va freiner une fois sur deux. Ensuite, le D, ça c'est le remplissage de l'huile moteur. Donc nous, on nous demande pour ajouter de l'huile moteur. Donc c'était réponse D. Je peux circuler avec les feux diurnes, réponse A. Les feux de croisement, réponse B. Les feux de route, réponse C. Alors, je vais pas trop m'attarder sur cette réponse-là parce que j'ai fait toute une vidéo avec une explication, des cours et des séries de questions qui vont avec. Si vous avez besoin de travailler ça, n'hésitez pas, vous allez sur ma page YouTube, vous allez dans l'icône vidéo, d'accord, ou playlist comme vous voulez, et puis vous allez voir toutes les vidéos que j'ai faites à propos de ça, d'accord, n'hésitez pas. Donc, est-ce que je peux circuler avec les feux diurnes? Les feux diurnes, c'est pour le jour, pour être plus visible le jour. Ensuite, est-ce que je circule en feu de croisement ou en feu de route? Alors qu'on soit en agglo ou pas en agglo pour les feux de route, ça nous est égal. Le critère pour les feux de route, c'est savoir s'il n'y a pas d'éclairage. Et personne en face, évidemment. Là, il n'y a personne en face. Et est-ce qu'il n'y a pas d'éclairage? Est-ce qu'il n'y a pas de lampadaire d'allumé? Si, il y en a plein. Vous voyez, il y en a plein. Donc, je ne peux pas utiliser les feux de route, ce qui veut dire que je vais mettre les feux de croisement. Donc là, c'est réponse B. Mon passager me conseille de passer puisque la voiture devant est passée. Je l'écoute et je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Vous avez vu là, on a des travaux. Notre voie est encombrée, donc on va être obligé d'emprunter la voie d'en face. Donc pour éviter qu'on se retrouve face à face, ils ont installé temporairement un feu tricolore. Là, mon feu, pour l'instant, il est rouge. Donc si je suis au rouge, les autres en face sont au vert et donc vont arriver. Même si je vois qu'il y a déjà un véhicule qui l'a fait, même si mon passager me dit de passer, je ne l'écoute pas et je m'arrête. Ça, c'est réponse B. Déplacer un blessé est interdit quel que soit le cas. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors c'est vrai qu'en règle générale, on vous conseille toujours de déplacer un blessé. Mais il y a des situations particulières. Je vous en donne deux par exemple, trois même. La voiture est en train de prendre feu. Alors là, vous n'allez pas le laisser brûler vif, même s'il est blessé, même s'il y a des risques pour sa colonne vertébrale. Entre une paralysée et brûler vif dans la voiture, il n'y a pas photo, vous allez le sortir. L'autre cas, c'est que si vous voyez qu'il y a des véhicules qui vont pas réussir à s'arrêter à temps pour éviter l'accident, pour éviter le suraccident, si c'est trop dangereux, on va évacuer aussi la personne qui est soit dans la voiture, soit au sol sur la route. Ou alors, par exemple, une personne qui est au sol et la voiture risque de basculer sur lui, par exemple. Donc, il ne faudrait pas qu'il se fasse écraser par la voiture qui risque de basculer. L'autre cas de figure aussi, c'est par exemple la voiture qui est dans l'eau, à moitié dans l'eau, et qui va couler dans quelques instants. Là, il faut sortir le blessé aussi. Donc, c'est pas quel que soit le cas. Il y a certains cas où il vaut mieux déplacer le blessé. Donc, c'était réponse B. Certains régulateurs de vitesse aident au maintien des espaces de sécurité avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les éléments de sécurité, ça évolue très vite dans les voitures. Maintenant, ils sont capables
en effet de faire ça, et ça sera quasiment dans toutes les nouvelles voitures prochainement. Que ce soit haut de gamme ou bas de gamme, ce sont des éléments de sécurité qu'on a tendance à intégrer le plus souvent. Donc en effet, certains régulateurs en sont équipés. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de programmer une vitesse à maintenir, et puis la distance est suivie. Et du coup, quand le système détecte un véhicule qui roule plus lentement que vous devant, il va faire ralentir votre voiture pour maintenir une distance de sécurité entre votre voiture et celle de devant. Et puis dès que l'espace redevient libre, donc suffisant, et là, il va faire réaccélérer votre voiture à la vitesse que vous aviez programmée au départ. Donc c'était réponse A. Nous sommes le 1er du mois. Je peux stationner du côté de ce panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, je vais passer rapidement parce que j'ai fait tout un cours en vidéo là-dessus. Si vous avez un doute là-dessus, je vous invite à regarder cette vidéo. Donc, vous allez sur ma page YouTube et puis vous regardez toutes les vidéos que j'ai diffusées et vous verrez qu'il y a une vidéo sur les stationnements en alternance. Alors, quand on a les deux dates de mise sur un panneau, c'est pas une histoire de côté de panneau, savoir où il est implanté. Par exemple là, si le panneau est là, eh ben c'est pas du côté du panneau jusqu'à la prochaine intersection. Ça n'a rien à voir. Quand il y a les deux dates de mise, ça va être une histoire. Quand il y a les deux dates, c'est une histoire de numéro de maison. Donc là, on ne sait pas de quel côté l'interdiction va être. Il va falloir qu'on regarde les numéros de maison. Regardez ma vidéo, ça vous explique tout ça. Donc c'était réponse B. Je vois mal la nuit, j'évite de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si on voit mal la nuit, c'est qu'on risque de se mettre en danger et on risque de mettre aussi en danger les autres. Donc si je suis un conducteur responsable, je décide donc de ne pas prendre le volant. Donc c'est réponse A. L'utilisation de la climatisation entraîne une augmentation de la pollution. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, quand on utilise la climatisation, ça demande plus d'énergie à la voiture, donc on consomme plus. Et si on consomme plus, on pollue plus. Donc c'est bien la réponse A. Cette victime respire, mais elle est inconsciente. J'utilise un défibrillateur automatisé externe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour savoir si on utilise le défibrillateur, voilà, je vous ai mis un petit document qui vous explique le protocole à respecter. Donc tout d'abord, il faut savoir que n'importe qui a le droit d'utiliser un défibrillateur maintenant, et on vous le reprochera pas si vous l'utilisez. Alors comment procéder? Tout d'abord, il faut confirmer l'arrêt cardiaque. Il faut vérifier si la personne est inconsciente et si elle ne respire pas. Et ensuite, vous appelez les secours, soit le 15, soit le 18, ou sur les portables et en Europe, le 112. Voilà. Donc vous appelez les secours pour préciser l'état de la victime et le lieu exact où elle se trouve. D'accord? Si elle est en arrêt cardiaque, dans ce cas-là, il faut pratiquer un massage cardiaque. Ensuite, si ça n'évolue pas, il faut mettre en route le défibrillateur et suivre les instructions. Pas de panique. Ça vous dit tout ce que vous devez faire en oral et en écrit. Ça vous donne les informations, vous n'avez plus qu'à suivre toutes les informations. D'accord? Et après, vous attendez les secours.
Mais vous n'utilisez le défibrillateur que si elle est en arrêt cardiaque. Là, dans la question, cette victime respire, mais elle est inconsciente, mais elle respire, d'accord? Donc elle n'est pas en arrêt cardiaque, donc je n'utilise pas le défibrillateur. Donc réponse B. Un véhicule consomme davantage si je place les bagages dans le coffre du véhicule, réponse A, dans un coffre de toit, réponse B. Un coffre de toit, comme on voit sur l'image, ça a une forte prise au vent à cause de son encombrement. Donc ça consomme plus. Donc c'était le coffre de toit, réponse B.